Salut les petits clous, bienvenue dans Les Pieds dans le Pad. Sorti en 2003 sur PlayStation 2, Resident Evil Dead Aim ou Gun Survivor 4 au Japon est sans doute l'épisode le plus hybride et le plus singulier de la franchise. Véritable plaisir coupable, ce titre est le fruit d'une collaboration entre Capcom et le studio Cavia que l'on retrouvera plus tard dans les épisodes Chronicle et la saga Nier. À la production, on retrouve Tatsuya Minami qui s'est fixé une mission, redorer le blason de la série Gun Survivor après des épisodes précédents vraiment médiocres. Mélange d'action et d'horreur, offrant un gameplay hybride, on se déplace en vue à la troisième personne, mais dès qu'on vise, le jeu passe en vue à la première personne. Pensé pour être joué au Gun-Con 2 de Namco, le titre offrait à l'époque une approche du combat radicalement différente, donnant une immersion et des joutes plus immersifs. C'était une tentative de fusionner le jeu d'arcade et l'aventure narrative. Longtemps considéré comme le vilain petit canard de la saga, Dead Aim est aujourd'hui devenu une pièce de collection. À sa sortie, il a beaucoup dérouté. Ce n'était ni un épisode classique, ni un pur jeu d'arcade. Pourtant, avec le recul, il s'est imposé par les joueurs comme un véritable hidden gem. Là où ses prédécesseurs étaient techniquement pauvres et rigides, il a introduit une liberté de mouvement totale. C'est un précurseur méconnu qui, bien avant la révolution de Resident Evil 4, tentait déjà de briser les chaînes de la caméra fixe pour nous offrir une expérience plus moderne. Un témoignage fascinant d'une époque où Capcom n'avait pas peur d'expérimenter. Avant de continuer, pour faire vivre la chaîne et financer du nouveau matos, j'ai mis quelques jeux de ma collection sur Vinted. Tous les liens sont dans la description. Attention, le système d'autodestruction est activé. Il ne te reste plus que quelques secondes pour liker cette vidéo et t'abonner à la chaîne. Ton soutien est la seule arme efficace contre l'oubli. Prépare ton équipement, reste sur tes gardes. La mission commence. Ladies and gentlemen, start your engines. The self-destruct system has been activated. Raccoon City, a Midwestern town in the United States, was destroyed when a substance known as the T-virus leaked throughout the town. However, Umbrella, the corporation developing the virus, refused to abort the project. And once again, the threat of biological terror was thrust upon the world. A large amount of T-virus was stolen 3 days ago. The terrorist group hit an Umbrella lab in France. Yesterday, one of Umbrella's cruisers was hijacked and contaminated with the same virus. L'intrigue de Resident Evil Dead Aim s'inscrit dans la tradition des scénarios de la série. Une catastrophe biologique, une enquête et une lutte pour survivre face aux expériences d'Umbrella, la routine. On y suit l'agent Bruce McGivern ainsi que Fongling, une espionne chinoise. Ce duo de protagonistes apporte un vent de fraîcheur pour l'époque avec une dynamique de buddy movie et quelques moments de dialogue qui donnent un peu de personnalité à l'histoire. L'action se déroule à bord du Spencer Rain, un paquebot de luxe transformé en véritable piège flottant par un ancien chercheur d'Umbrella, Morpheus Duval, original. L'une des grandes qualités du scénario réside dans son unité de lieu. Le paquebot offre une ambiance de huis clos maritime oppressante qui préfigurera merveilleusement ce que sera Resident Evil Révélation des années plus tard. Les couloirs étroits, les cabines abandonnées et les ponts plongés dans l'obscurité renforcent la tension et rappellent l'esprit des premiers Resident Evil. Le jeu réussit à créer une atmosphère où le danger peut surgir à tout moment et cette sensation d'isolement au milieu de l'océan donne un vrai caractère à l'aventure. Cependant, le scénario reste très linéaire et repose sur des ressorts narratifs simplistes voire nanardesques, avec des dialogues qui manquent de subtilité et des clichés maintes fois vus et revus dans la série Resident Evil. Les rebondissements et les pièges sont relativement prévisibles, les personnages, eux, ne sont pas assez développés pour marquer. De plus, bien que le cadre du paquebot soit réussi, le jeu bascule dans sa dernière partie vers des environnements plus génériques, brisant un peu l'immersion initiale. Le lien avec la trame principale de Resident Evil reste également très ténu. Malgré des clins d'œil à Resident Evil 2, 3 et 5, cela donne quand même l'impression d'une parenthèse un peu isolée dans l'univers global de la franchise. Problème inhérent au spin-off, l'histoire de Dead Aim reste agréable à suivre. Elle s'intègre plus ou moins bien dans l'univers Resident Evil et propose un cadre original qui
qui change des laboratoires ou des villes contaminées habituelles. Sans être mémorable, elle remplit son rôle. Offrir une aventure rythmée et fidèle à l'esprit de la saga. The self-destruct system has been activated. Dead Aim repose sur une idée hybride originale. Le joueur se déplace en vue à la troisième personne, puis bascule en vue à la première personne dès qu'il dégaine son arme. Ce système crée une vraie rupture de rythme alternant entre exploration et phase de tir plus tendue. Sur le papier, c'est une mécanique intéressante qui cherche à moderniser la formule classique de la série. L'une des forces du jeu réside aussi dans sa liberté de mouvement, qui abandonne les angles de caméra fixe au profit d'une approche plus dynamique. Le passage instantané à la vue subjective au moment de tirer apporte une sensation d'immersion renforcée. Couplé à l'utilisation du GunCon 2, ce système transforme les affrontements en séquences nerveuses, proches d'un jeu d'arcade, tout en conservant l'ambiance pesante propre à la licence. Cette dualité fonctionne particulièrement bien lors des combats où la précision devient essentielle pour viser les points faibles des ennemis, qu'il s'agisse de zombies ou de créatures plus redoutables comme les Hunters. Ce mélange entre tension, précision et action rend les affrontements engageants et renforce l'implication du joueur tout au long de l'expérience. Malgré cette innovation, le gameplay souffre de quelques défauts qui trahissent ses racines expérimentales et les limites de la PlayStation 2. Si la visée au GunCon 2 devait être un régal, jouer à la manette classique demande un peu d'adaptation à cause d'une sensibilité parfois capricieuse et d'un curseur qui manque de réactivité dans les moments de panique. Tu peux rater des tirs que tu aurais réussi facilement avec un pistolet optique. Ça casse un peu l'immersion et ça rend certains combats plus frustrants que vraiment difficiles. En revanche, il y a aussi un côté positif. Cette rigidité renforce malgré tout la pression. Comme tu galères un peu à viser rapidement, chaque ennemi devient plus dangereux et ça recrée une forme de stress proche des anciens Resident Evil avec leur contrôle tank. Tu n'es jamais totalement à l'aise et ça colle plutôt bien à l'ambiance survival horror. Mais il faut être honnête. Aujourd'hui, sans GunCon, le jeu paraît clairement moins agréable à jouer. Il reste totalement faisable à la manette, mais il demande un temps d'adaptation et un peu de patience. C'est typiquement le gameplay qui avait du sens à l'époque avec l'accessoire, mais qui montre ses limites sur nos setups modernes. Mais je ne pouvais pas finir ce paragraphe sur le gameplay sans parler d'une véritable plus-value pour Resident Evil Dead Aim et l'un des rares jeux PS2 à être officiellement compatible avec cet accessoire. Je parle de la souris. Branchée sur le port USB, cette option transforme radicalement l'expérience de jeu. C'est simple, une fois la souris branchée, le titre devient l'ancêtre des jeux de tir modernes sur console. On déplace bourse à la manette et dès que l'on passe en vue subjective, la souris offre une précision chirurgicale que même le GunCon 2 ne peut égaler. C'est fluide, instinctif et cela gomme instantanément le plus gros défaut du jeu, la lourdeur de la visée au joystick, offrant un confort de tir digne d'un FPS de salon avant l'heure. C'est un petit détail de conception qui prouve encore une fois à quel point ce projet était un laboratoire d'expérimentation pour Capcom. Attention toutefois, pour les collectionneurs, si Dead Aim est bien compatible avec les souris USB PlayStation 2, il vient aussi avec une contrainte technique de son époque. Le jeu a été conçu pour les souris à boules. La plupart des souris optiques modernes ne sont pas reconnues ou souffrent d'un bug de suivi qui rend la visée impossible. Pour profiter de cette précision chirurgicale, il faut donc ressortir le vieux matériel à roulette ou posséder l'un des rares modèles optiques compatibles de l'époque, comme la souris Logitech officielle de la PS2. C'est un détail qui renforce encore plus ce côté capsule temporelle. The self-destruct system has been activated. Abandonnant les décors précalculés pour la 3D intégrale en temps réel, avec une caméra dynamique et une mise en scène qui cherche à immerger le joueur dans une ambiance de film d'horreur, le passage fluide entre vue à la troisième personne et première personne participe aussi à cette volonté de moderniser la présentation. Cette approche permet également l'introduction d'une touche d'esquive, offrant une liberté de mouvement qui rend l'action plus vive et moins rigide que dans les épisodes traditionnels. Malgré cela, cette ambition se heurte rapidement à certaines limites. Ce passage à la 3D totale impose des sacrifices visibles. Les décors paraissent souvent vides et manquent cruellement d'interaction. On traverse des couloirs qui se ressemblent tous, où l'on ne peut quasiment rien examiner, contrairement aux épisodes classiques riches en détails. Cette répétitivité visuelle des différentes zones du paquebot finissent par se ressembler, ce qui atténue le sentiment de progression et de découverte, accentuant la monotonie des lieux. Du côté des ennemis, le manque de variété est également notable. On affronte un véritable rassemblement de jumeaux, tant les modèles de zombies manquent de diversité, sans oublier l'absence de démembrement ou de dégâts visibles
qui limite l'impact des affrontements et réduit le côté viscéral, pourtant emblématique de la série. Le jeu se rattrape partiellement avec certains monstres et boss plus originaux qui apportent un peu de fraîcheur et cassent la routine. Ces moments montrent un vrai potentiel dans le design des créatures, même si celui-ci n'est pas exploité de manière constante. Un mot aussi sur l'optimisation, qui laisse parfois à désirer dès que l'écran se remplit trop. Les chutes de FPS se font sentir, brisant un peu l'élan de l'action. On sent que la réalisation de Dead Aim oscille entre volonté de modernisation et manque de finition. Si l'ambiance et la mise en scène posent des bases intéressantes pour la suite de la franchise, le manque d'interaction, de variété et de détails empêche le jeu pleinement de marquer les esprits. The self-destruct system has been activated. La bande-son de Resident Evil Dead Aim joue un rôle très discret dans l'ambiance générale du jeu, misant sur une approche minimaliste qui laisse souvent place au silence et aux bruits environnants, seulement brisés par les bruits de pas de Bruce ou de Fongling, ainsi que des râles inquiétants des ennemis. Ce choix renforce l'aspect solitaire et clinique du paquebot. Il souligne également un manque de punch général. Les bruitages des armes manquent de percussion et les doublages anglais, souvent plats et peu inspirés, tirent l'immersion vers le bas. Lors de certaines phases d'action, une musique se déclenche pour accompagner les affrontements, apportant un peu de rythme et soulignant les moments de danger. Le titre manque de thèmes marquants ou mémorables et peine à s'imposer comme un élément fort de l'expérience. Là où certains épisodes de la série brillent par leur musique emblématique, Dead Aim se contente d'accompagner l'action sans réellement la sublimer. Il y a bien le thème de la salle de sauvegarde qui respecte le code musical de la série, mais bon, finalement, le seul véritable éclat musical arrive là où on ne l'attend plus, avec le morceau J-Pop Escape, durant le générique de fin. Un décalage total, presque absurde, qui vient clore cette expérience hybride sur une note aussi surprenante que le jeu lui-même. The self-destruct system has been activated. Sans doute, l'un des aspects les plus décriés se situant à la croisée des chemins entre le jeu d'aventure classique et l'expérience d'arcade pure, une première partie se termine généralement en quelques heures. Comptez voir le bout en 2 ou 3 heures lors d'une première run. Cette brièveté reste l'un des principaux défauts du jeu. L'aventure peut donner une impression de manque de contenu avec un développement limité de certaines idées ou mécaniques. Le jeu se termine assez rapidement, nous laissant sur notre faim. La conclusion arrive de manière bien vite, laissant un sentiment d'inachevé dans l'intrigue et le développement des personnages de Bruce et Fongling sont survolés. Cette brièveté, couplée au manque de mode de jeu additionnel, de scénarios alternatifs ou de bonus substantiels, limite grandement l'intérêt sur le long terme. Une fois la curiosité initiale passée, on a parfois l'impression de n'avoir parcouru qu'un long prologue ou une démo technique améliorée plutôt que d'un jeu complet, ce qui engendre une certaine frustration compte tenu du potentiel inexploité de son ambiance et de son système hybride. Faute de contenu annexe ou de variations significatives dans ces situations proposées, la rejouabilité reste donc très limitée. Une fois l'histoire connue, les motivations pour y revenir diminuent rapidement, malgré les bonus habituels de fin de jeu. The self-destruct system has been activated. Avec le recul, ce jeu donne surtout l'image d'un titre ambitieux sur le fond, mais plus modeste dans ses moyens ou ses priorités. On sent qu'il y a de bonnes idées, une vraie direction, mais que tout n'a pas été poussé aussi loin que ça aurait pu l'être. Entre ses décors vides, sa durée de vie éclair et son manque de finition technique, le jeu ressemble davantage à une expérimentation qu'à un véritable blockbuster de la PS2. On sent que le titre a servi de crash test pour tester de nouvelles idées. La 3D intégrale, la caméra dynamique et surtout cette transition fluide entre la troisième et la première personne. Selon moi, cela peut venir d'un budget plus serré.
d'un calendrier de développement contraint ou simplement d'une volonté de limiter les risques sur une licence moins bankable. Pourtant, c'est précisément ce côté bricolé et audacieux qui lui donne son charme aujourd'hui. S'il n'a pas la structure d'un épisode numéroté, Dead Aim reste une curiosité fascinante qui a posé, sans le savoir, certaines bases de ce que deviendra la révolution Resident Evil 4. Ce n'est certes pas le meilleur jeu de la saga, mais c'est une pièce de collection singulière, un plaisir coupable qui prouve qu'une bonne idée, même avec un budget limité et des couloirs un peu vides, finit toujours par trouver son public chez les nostalgiques. C'était le témoignage d'une époque audacieuse où Capcom n'hésitait pas à expérimenter un concept hybride et singulier. Resident Evil Dead Aim est un titre à découvrir, ne serait-ce que pour son culot. Merci d'avoir regardé, likez, commentez et partagez. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines aventures. A bientôt dans les pieds dans le pad. Party guests seem to arrive. Hurry up, Paulie! Congratulations! You placed first.